Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2 du Master Coach d'élite. Aujourd'hui, nous allons parler du modèle de jeu. Le modèle de jeu est un élément très important dans la méthodologie de la périodisation tactique. C'est l'élément central de l'entraînement. Il est donc très important de définir un modèle de jeu et les principes qui en découlent pour ensuite bien choisir les exercices qui va développer le modèle de jeu. Pour rappel, comme on l'a vu en introduction de ce module, la périodisation tactique vise avant tout à développer l'aspect tactique de votre équipe, à lui donner une intelligence de jeu. Voyons ce que l'on va voir maintenant dans ce chapitre. Ainsi, dans ce chapitre, nous allons aborder 3 points. Le premier sera de définir qu'est-ce qu'un modèle de jeu et comment le choisir. Le deuxième point, nous verrons comment définir des principes de jeu et comment les choisir. Et enfin, le troisième point sera une étude de cas sur le modèle de jeu de Chelsea, dont le coach est André Villas-Boas. Alors, comment définit-on le modèle de jeu? Le modèle de jeu est tout simplement l'organisation de jeu ou le schéma tactique ainsi que les principes de jeu. Les principes de jeu, c'est ce qui va animer le système tactique. Voyons tout d'abord comment définir l'organisation de jeu. L'organisation de jeu, c'est tout simplement le système tactique dans lequel va jouer l'équipe. 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, 4-5-1. Et c'est aussi le rôle des joueurs. Qui est défenseur, qui est milieu de terrain, qui est attaquant. Et que doit faire chaque joueur en général. C'est-à-dire les 2-3 rôles que chaque joueur joue en défense et les 2-3 rôles que chaque joueur joue en attaque. Alors, revenons juste un instant sur un élément très important. Rappelez-vous, dans la vidéo de présentation de la périodisation tactique, ce que l'on disait. On disait tout simplement que le modèle de jeu est l'élément le plus important dans le développement de vos entraînements. Ce doit être la priorité. Chaque exercice d'entraînement doit avoir comme objectif prioritaire le développement d'un des aspects du modèle de jeu. Il doit développer un des principes, un ou des plusieurs principes du modèle de jeu. Ensuite, on va faire en sorte que cet exercice travaille en même temps la condition physique, la technique et le mental. Mais comprenez bien une chose, ces 3 derniers éléments, le physique, la technique et le mental, sont en quelque sorte des outils qui vont permettre à votre modèle de jeu de se développer. Ceci est très important et il est nécessaire que vous l'ayez toujours à l'esprit. Chaque exercice va développer le modèle de jeu et on va y incorporer le physique, la technique et le mental. Le moyen le plus simple et le plus proche du match, c'est le jeu. La périodisation tactique, comme je vous le rappelais en introduction de ce module, est essentiellement basée au travers du jeu. Voyons maintenant comment définir un modèle de jeu, comment le choisir. Il faut prendre en compte certains éléments. Tout d'abord, il faut prendre en compte votre philosophie de jeu. Vous avez des valeurs ou des certitudes et vous avez votre manière de voir et votre manière de jouer le football. Il faut le prendre en compte. Il ne faut pas renier vos valeurs. Ensuite, il faut prendre en compte la culture et la tradition du club. Concrètement, ça veut dire quoi? Je suppose que dans votre région ou autour de votre club, vous jouez contre des clubs qui ont toujours joué un football offensif, un beau football, et ils ont la réputation d'être une école de football.
Si vous arrivez dans ce club et que vous décidiez de jouer un peu plus défensif, pour ne dire défensif, vous allez être à contre-courant. Ce n'est pas dans la culture du club de gagner à l'arrache. Au contraire, vous arrivez dans un club qui a été habitué à gagner plus qu'à former, qui a été habitué à jouer à des niveaux moyens dans des championnats où on s'impose plus par un défi physique que par l'intelligence tactique, à proprement parler. Ça va être très difficile d'imposer de suite des principes de jeu qui va faire que vous allez jouer un super football offensif. Ça, c'est à prendre en compte. Ce qui est à prendre en compte également, ce sont les capacités et les caractéristiques des joueurs que vous avez à votre disposition. Ce que je veux dire, c'est si vous avez un attaquant super rapide, ça serait bête de jouer des attaques placées. Tout simplement parce qu'il va vous être inutile. Vous n'allez pas jouer sur ses forces. Le but quand même, c'est de jouer sur les forces de son équipe. Donc si l'attaquant est rapide, il faut trouver un moyen, un compromis entre jouer des passes au sol, mais au bout d'un moment, l'envoyer en profondeur. Un peu comme a fait Mourinho à Chelsea. Mourinho avait gagné la Ligue des Champions avec Porto en jouant un football à base d'attaque placée, puisqu'il avait à l'époque l'attaquant Derlei, le Brésilien, qui était plus un pivot qu'un attaquant de course. Puis Mourinho est arrivé à Chelsea et il a eu Drogba. Il s'est adapté. Il a demandé à son équipe de défendre bas et de vite rechercher, à base de passes courtes, bien sûr, mais de vite rechercher la profondeur pour Drogba. Il s'est également adapté à l'Inter lorsqu'il a eu Eto'o et Milito. Il a plus quand même joué des attaques, on va dire, placées qu'un jeu vraiment long pour Milito, par exemple, qui est plus un joueur de ballon. Il faut s'adapter aux joueurs. Si vous avez un super numéro 10, ça serait bête d'envoyer des longs ballons et de sauter le milieu de terrain. Non, jouez sur vos qualités. Faites tourner votre équipe autour du numéro 10. Au contraire, à l'inverse, plutôt, si vous n'avez pas de numéro 10, peut-être qu'il faut trouver un autre moyen pour pour être plus efficace dans le jeu. Passer par les côtés, ou je sais pas, ou faire quelque chose en animation qui va remplacer cela. Très important de prendre en compte les caractéristiques des joueurs. Puis après, il faut prendre en compte l'organisation du club. Et typiquement, cela veut dire, est-ce que vous avez un entraîneur général qui souhaite que votre équipe joue dans un schéma tactique précis, qui souhaite certains principes de jeu, qui demande d'entraîner d'une certaine manière. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, ce qui est à prendre en compte, c'est le niveau de la compétition et vos adversaires. Je m'explique. Si vous prenez en main une équipe de niveau assez bas départemental, vous allez sûrement rencontrer des adversaires qui vont jouer un jeu direct et basé sur le défi physique. Si vous reniez ça, et que vous vous dites dans votre tête, c'est pas grave, je vais jouer comme le Barça. Déjà, c'est tout à votre honneur. Mais vous allez droit dans le mur. Parce qu'en face, vous allez avoir des adversaires qui ne vont pas vous permettre de jouer de cette manière. Alors après, c'est à vous de trouver un compromis dans vos principes de jeu pour gagner les matchs en jouant bien, certes, mais également ne pas surjouer, ce que j'appelle surjouer, c'est-à-dire vouloir trop jouer, parce qu'en face, vous avez des adversaires qui vont vous presser immédiatement, vous mettre au défi physique, et cela, c'est très 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 important de bien prendre en compte le niveau de la compétition dans laquelle vous évoluez. À l'inverse, si vous êtes, on va dire, au niveau départemental ou au niveau régional, les équipes commencent à être plus matures tactiquement, elles commencent à plus réfléchir en termes de jeu.
Là, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de déployer votre jeu, de demander à votre équipe de mettre en place un jeu bien posé. Voilà, donc très important de prendre en compte le niveau de la compétition et des adversaires. Tout cela, en fait, ça va interagir ensemble et c'est ce qui va vous donner votre modèle de jeu. Prenez bien le temps de bien regarder tous ces éléments, de bien prendre des notes et d'en définir un modèle de jeu. Une fois que vous avez choisi votre organisation de jeu, donc c'est-à-dire si vous allez jouer en 4-3-3 ou en 4-4-2, il faut définir vos principes de jeu. Alors, qu'est-ce qu'un principe de jeu? Ce sont des comportements attendus par l'entraîneur dans les différentes phases de jeu. Clairement, c'est ce que doivent faire les joueurs en phase défensive et offensive pour animer le système tactique. C'est-à-dire que dans une zone du terrain, dans une situation donnée, ce sont en quelque sorte des références, un référentiel de comportement attendu par l'entraîneur de ses joueurs. C'est ce qui anime donc le modèle de jeu. Et c'est très important de prendre le temps de les définir. C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, il faut définir des principes généraux, c'est-à-dire qu'il faut définir ce que doivent faire les joueurs en général lorsqu'ils possèdent le ballon, puis lorsqu'ils le perdent, donc lorsqu'ils ne sont plus en possession du ballon et que c'est l'adversaire qui se trouve en possession du ballon. Voici quelques questions qui vont vous aider à définir des principes généraux en phase offensive. Alors, est-ce que la première relance doit être courte ou directe vers l'avant? Est-ce que dès qu'on récupère le ballon, on attaque rapidement ou on ralentit pour faire une attaque placée? Ou concrètement, lorsqu'on a le ballon, est-ce qu'on essaye de faire absolument du jeu vers l'avant comme fait un peu Arsenal ou on évolue en attaque placée comme le Barça? Comment pénètre-t-on dans la surface de but? C'est-à-dire comment se procure-t-on des occasions de but? Est-ce qu'on cherche à centrer? Est-ce qu'on cherche à rentrer dans la surface avec un 1-2? Ou est-ce qu'on cherche un exploit individuel par un dribble, par exemple? Est-ce que le jeu s'oriente par les côtés? Ou est-ce qu'au contraire, on cherche directement l'axe pour aller le plus vite vers le but? Il faut définir également combien de joueurs participent aux actions offensives. Et est-ce que le système de jeu est différent lorsqu'on attaque? Parce que, prenons un exemple, le Barça. Quand ils attaquent, par exemple, le système devient un 3-4-3 avec Alves qui monte sur le côté et Abidal quand il joue arrière gauche. On a les deux défenseurs centraux et le milieu défensif revient à la hauteur des défenseurs centraux. Et ils attaquent en 3-4-3. Par exemple, le Real de Madrid, quand ils attaquent en 2-4-4. Le schéma est différent quand ils attaquent que quand ils défendent. Et ça peut être une possibilité. Alors, toutes ces questions ne sont pas exhaustives. Il en existe bien d'autres, mais ce sont des questions qui vous orientent. Et comme je le dis tout le temps, un bon entraîneur est un entraîneur qui se creuse la tête. Donc là, je vous donne des bases avec des questions. Il faut aussi également de votre côté que vous vous creusiez la tête pour bien définir vos principes généraux en phase offensive. Une fois les principes généraux offensifs définis, on passe aux principes généraux défensifs. Alors, est-ce qu'on défend en zone ou en individuel? La position du bloc équipe, est-ce qu'il doit être bas, médium, c'est-à-dire autour de la ligne médiane, ou haut, comme le fait le Barça? Alors, le bloc équipe, c'est le fait que les joueurs, les trois lignes, la défense, le milieu et l'attaque, soient proches les uns des autres pour réduire les espaces, pour empêcher l'adversaire de jouer entre les lignes, de jouer dans les intervalles. Et c'est une notion très importante. C'est ce qu'on appelle le bloc équipe. C'est le fait que les joueurs, les trois lignes, se déplacent en même temps, se replacent en même temps, pressent en même temps, et les distances entre les joueurs et les lignes sont réduites pour éviter que l'adversaire fasse circuler trop facilement le ballon. Alors, est-ce que ce bloc équipe doit être bas, médium ou haut? Quand presser, est-ce qu'on presse immédiatement une fois qu'on a perdu le ballon? Donc, dans lequel cas, le joueur le plus proche va presser.
ou est-ce qu'on se replace d'abord dans notre camp pour vraiment assurer la couverture du but? Est-ce qu'il y a une couverture mutuelle, c'est-à-dire un joueur qui sort au pressing du porteur du ballon adverse? Est-ce qu'il y a un second joueur qui doit venir près de lui pour le couvrir au cas où le premier joueur, qui est donc sorti sur le porteur du ballon, se fasse passer et donc se retrouve face au deuxième joueur? Ce qui revient à dire, par exemple, est-ce qu'on prend à deux le porteur du ballon ou seul? Là aussi, on va définir combien de joueurs participent à la phase défensive et si le système de jeu est différent. Typiquement, il y a 2 saisons en Ligue des Champions, quand Arsenal a joué en huitième de finale contre le Barça, donc au match retour au Nou Camp, donc Arsenal attaquait en 4-5-1. Et lorsque Barcelone passait la ligne médiane avec le ballon, donc un milieu de terrain passait la ligne médiane ou faisait une passe à un joueur qui était dans le camp adverse, Arsenal, dans son propre camp, se transformait en 6-3-1 pour bien couvrir la largeur du terrain. C'est un système différent lorsqu'on défend. Voilà typiquement un exemple. Là aussi, il existe d'autres questions à vous de creuser et je pense que ces questions sont quand même une bonne base. Une fois qu'on a défini des principes généraux, on va un peu plus creuser pour définir des principes de jeu spécifiques à votre modèle de jeu. C'est-à-dire qu'on va plus creuser dans la direction où on va définir les mouvements et les comportements des joueurs qui sont attendus par l'entraîneur dans chaque phase de jeu et dans chaque zone du terrain, donc qui sont en relation avec votre système de jeu. Voici maintenant une série de questions qui peuvent vous servir à définir des principes spécifiques qui vont vous aider à réfléchir à comment organiser votre modèle de jeu, à organiser l'animation de votre modèle de jeu. Alors, par exemple, un principe spécifique, ça peut être tout simplement comment défend-on lorsque le ballon est sur un côté. Est-ce qu'on demande juste au latéral et à l'ailier de défendre ensemble, ou est-ce qu'on demande au milieu de venir apporter la supériorité numérique? On peut définir des principes lorsque l'adversaire joue avec des longs ballons. Donc, que doit faire la défense sur les longs ballons? Est-ce qu'on fait une défense élastique, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui saute, qui va au combat à la tête avec l'attaquant adverse, et les autres joueurs reculent au cas où si le joueur adverse arrive à dévier le ballon? Ou est-ce qu'il y a un joueur qui va à la tête, mais les autres restent alignés pour jouer le hors-jeu? Ça peut être une possibilité. On peut définir aussi comment faire le pressing. Est-ce qu'on le fait dans le camp adverse ou une fois qu'on est replacé? C'est-à-dire, si on décide qu'on fait le pressing une fois replacé, donc le pressing se déclenchera une fois que l'adversaire passe la ligne médiane. Définir si à la perte du ballon, quels joueurs vont presser. Définir si un joueur part au pressing sur le porteur du ballon, que doivent faire les autres joueurs? Est-ce qu'ils viennent au pressing et ferment les possibilités de passe à l'adversaire en prenant au marquage les joueurs adverses sans ballon? Ça aussi, c'est un principe spécifique. On peut définir aussi des principes spécifiques lorsque notre équipe est en possession du ballon. Donc, est-ce que la priorité sera l'attaque placée ou rapide? Comment ressortir le ballon de la ligne de défense? On récupère le ballon près de notre but. Comment on construit le jeu? Donc, est-ce que les latéraux doivent s'écarter pour qu'on relance sur les côtés? Ou est-ce qu'on va donner dans l'intervalle à un milieu de terrain? Ou est-ce qu'on joue long sur un attaquant pour faire remonter le bloc et essayer, une fois le ballon dans le coin adverse, de jouer en attaque placée? Tout cela, ça peut être des éléments de réflexion et vous devez
en définir des principes. Par exemple, un autre principe spécifique, quand le ballon est au milieu de terrain, est-ce que la priorité est de rechercher des joueurs sur le côté ou de rechercher l'attaquant pour aller au but? On peut définir des principes spécifiques lorsque les joueurs de côté ont le ballon. Alors, est-ce qu'ils doivent chercher à jouer le 1 contre 1 ou bien à centrer de loin? Typiquement au Real de Madrid avec Ronaldo et Di Maria, le principe spécifique de jeu quand ces derniers ont le ballon et de jouer les 1 contre 1 parce que c'est des excellents dribbleurs. Voilà. Après, il y a des équipes, par exemple en Ligue 1 surtout, où on va pas rechercher le 1 contre 1, mais on va plus mettre le ballon dans la boîte, comme on dit, in the box en anglais. C'est-à-dire, dès qu'un joueur sur le côté a le ballon, il va chercher à centrer de loin pour un des attaquants qui fait un appel dans la surface de but. Dans les principes spécifiques du modèle de jeu, on peut également définir les mouvements des joueurs lorsqu'ils n'ont pas le ballon, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en attente. Alors, par exemple, typiquement, quand les joueurs de côté n'ont pas le ballon, est-ce qu'ils doivent rentrer dans l'axe pour libérer les courses des défenseurs latéraux pour que ces derniers s'y engouffrent? Par exemple, typiquement, prenons le cas de Pedro et de Messi. Au départ, ils écartent pour étirer la ligne adverse. Puis, une fois que le milieu de terrain comme Xavi ou Iniesta ont le ballon dans les pieds, ben, Pedro et Messi rentrent dans l'axe pour venir chercher le ballon dans les intervalles dans le dos des milieux adverses. Et pendant ce temps, on a Daniel Alves ou Eric Abidal qui appellent de loin et du coup, on va jouer dans les espaces libres. On peut aussi définir le rôle des défenseurs latéraux quand notre équipe a le ballon et définir quand est-ce qu'ils doivent faire leur course. Est-ce que c'est quand le milieu du terrain a le ballon? Typiquement, quand par exemple Xavi ou Iniesta a le ballon, on voit souvent Alves faire un appel. Ou bien est-ce que quand c'est l'ailier qui a le ballon et donc on va avoir un dédoublement? Par exemple, Sagna à Arsenal. Généralement, quand Gervinho a le ballon, et qu'il est en 1 contre 1 avec le défenseur adverse, on voit Sagna passer dans le dos pour apporter la supériorité numérique. Et il y a d'autres entraîneurs comme Mourinho qui ne veulent pas que les défenseurs latéraux montent. Mourinho dit souvent à ses entraîneurs, à ses latéraux, ok, tu as récupéré le ballon, tu l'as passé à ton ailier, good job, bien joué, tu as fait ton boulot, mais ne monte pas plus. On va se poser la question aussi, comment pénétrer dans la surface de but? Est-ce qu'on va jouer un 1-2 avec l'attaquant? Est-ce qu'on va passer dans la course pour un ailier qui rentre? Par exemple, Pedro qui fait un appel vers le but mais dans le dos des adversaires, souvent Iniesta ou Xavi va faire la passe dans l'intervalle pour Pedro dans la course. Ou est-ce que c'est un milieu qui vient de loin et on lui passe la passe dans l'intervalle? Là aussi, Xavi ou Fabregas le fait souvent au Barça. On voit souvent Fabregas venir de loin et recevoir un ballon de Xavi souvent dans l'intervalle. Ça aussi, il faut qu'on règle les mouvements, les appels de chaque joueur. C'est ce qui est dit là. On va définir les mouvements des joueurs. Par exemple, typiquement, quand le latéral gauche reçoit le ballon, que doivent faire les défenseurs, les milieux et les attaquants par rapport à la position du latéral? Le latéral reçoit le ballon. Que doit faire le milieu défensif le plus proche? Venir dans l'intervalle? Que doit faire l'ailier? Partir ou venir? Que doit faire le défenseur central? Venir en soutien ou rester en position? Et ça fait partie des principes de jeu spécifiques à votre modèle de jeu. C'est ce qui va animer votre modèle de jeu et c'est ce qui est le plus important. C'est pas le fait de choisir un 4-4-2 ou un 4-3-3 qui est vraiment important. C'est comment on va l'animer et ça c'est très important. Et donc c'est important également de se poser la question de bien définir les mouvements des joueurs. Voici d'autres exemples de principes spécifiques à votre modèle de jeu. Prenons le cas de l'ailier. Il est en possession du ballon. Que doivent faire les joueurs autour d'eux? Par exemple, que doit faire l'attaquant?
est-ce qu'il doit faire un appel dans l'espace pour jouer un ballon le long de la ligne de touche? Ou est-ce qu'il doit venir pour jouer un 1-2? L'ailier, que doit-il faire de son côté? Est-ce qu'il doit passer dans le dos des défenseurs adverses pour un milieu de terrain qui appelle dans le dos de la défense? Ou est-ce qu'il doit centrer de loin? Ou est-ce qu'il doit jouer en 1 contre 1? Il s'agit donc de définir les mouvements, donc appel, appui, soutien, etc. de chaque joueur sans ballon par rapport au porteur du ballon. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on prend comme hypothèse qu'un des joueurs a le ballon. Il faut définir les mouvements des autres joueurs par rapport à ce joueur. Le défenseur central a le ballon. Que doivent faire les autres joueurs de la ligne de défense? Que doivent faire les milieux? Quels milieux sont concernés? Parce que pas forcément. Si par exemple c'est le défenseur central gauche qui a le ballon, l'ailier droit n'est peut-être pas forcément concerné de suite. Par contre, le milieu de terrain devant lui, oui. Le défenseur central droit, oui. Le défenseur latéral gauche, oui. Et l'ailier gauche, pourquoi pas? C'est important de définir cela. Parce que ces principes spécifiques vont nous servir par la suite à créer des exercices, à créer des combinaisons d'animation offensive et surtout, ça va créer votre entraînement. C'est grâce à la définition de votre modèle de jeu, donc de l'organisation de jeu et des principes de jeu, que l'on va pouvoir créer les exercices. Vous allez être capable de créer vos propres exercices. Et ce n'est pas avec la périodisation tactique. On ne prend pas un exercice et on n'en définit pas les principes de jeu. Non, on définit les principes de jeu, on crée les exercices et on les met en pratique pour développer le modèle de jeu. Alors, voyons maintenant le troisième point de ce chapitre qui est une étude de cas. On va prendre le temps d'analyser le modèle de jeu du FC Chelsea, dont le coach est André Villas-Boas. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'ancien adjoint de José Mourinho lorsqu'il était à Porto, à Chelsea et à l'Inter. Il y a la saison dernière, Porto a tout gagné, donc la Coupe UEFA, le championnat, etc. C'était André Villas-Boas l'entraîneur et cette saison, il a pris Chelsea. À 32 ans, ce qui en fait le plus jeune entraîneur. Et c'est également le plus jeune entraîneur à gagner la Coupe UEFA. Bref, il a été à la bonne école. Donc on va passer en revue son modèle de jeu pour que vous preniez conscience que c'est pas très difficile à définir un modèle de jeu. Hein. Et ça peut également fortement vous guider dans votre réflexion. Alors, le modèle de jeu de base de Chelsea est un 4-3-3 comme on peut voir sur l'image. Donc 4 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Il y a une variante défensive. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire construit son jeu autour de la ligne médiane, le système peut transformer en 4-1-4-1 avec, comme on voit à l'image, ici, un milieu défensif qui est entre les deux lignes. Et donc, on a deux lignes de 4 avec un milieu défensif, sachant que ici, les ailiers sont revenus comme des milieux extérieurs. Et l'attaquant qui se positionne entre les deux défenseurs centraux adverses. Au fur et à mesure que l'adversaire va progresser, donc une fois que le ballon passe la ligne médiane, comme ici, le système se transforme en 4-5-1 de manière à ce que l'on ferme la première ligne, c'est-à-dire que les joueurs vont presser, comme on voit ici, avec une prise à deux, c'est-à-dire que les ballons dans l'axe vont être défendus par deux joueurs, de manière à ce que l'adversaire ne passe pas cette première ligne du milieu de terrain. Si toutefois l'adversaire a réussi à passer, ou par exemple selon comment joue l'adversaire, et sur cette image on voit que l'adversaire joue avec 4 attaquants, donc un ici, un là et 2 ici, le système va se transformer en 5-4-1. Vous voyez ici Mikel, Obi Mikel, qui est le milieu défensif qui était là autour du rang central, est maintenant venu ici pour jouer le 5e défenseur. Pour la simple et bonne raison
qu'il faut toujours avoir une supériorité numérique dans la ligne défensive. Donc ici, on est 5 pour 4. Et du coup, le schéma se transforme en 5-4-1. Passons maintenant aux principes généraux offensifs. Donc le système de base, c'est le 4-3-3. Ça, c'est clair. Chelsea joue souvent en 4-3-3. Néanmoins, il arrive que quand Chelsea évolue en attaque placée, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps de construire le jeu comme fait Barcelone, on voit que les deux défenseurs centraux s'écartent au maximum. Ici, on a un défenseur central et ici un autre. Comme repère, vous pouvez prendre le coin de la surface. Et on voit Obi Mikel, qui à la base est un milieu défensif, vient entre les deux pour avoir une ligne de 3 et faire circuler le ballon dans la largeur sans prendre le risque de se faire intercepter. Et on voit que les deux latéraux, donc ici et là-bas au fond, eh bien, ils sont montés en position de milieu extérieur. Et on a donc une ligne de 4 avec ici les deux milieux offensifs et les deux latéraux. Et on a nos trois attaquants devant. Donc le système devient un 3-4-3. Alors le Chelsea ne le fait pas souvent, ça dépend de l'adversaire. Et donc on voit ici que l'élément clé c'est Obi Mikel qui vient ici, donc le milieu défensif qui vient ici entre les deux défenseurs centraux pour permettre de jouer les ballons latérales et faire courir l'adversaire. Voyons maintenant les principes spécifiques au 4-3-3 de Chelsea. Alors il y a une spécificité à Chelsea. Généralement, il y a toujours 5 joueurs derrière le ballon. On voit qu'ici, le ballon est là, avec l'ailier. Et on voit ici 5 joueurs qui restent. Donc, généralement, les 4 défenseurs, plus le milieu défensif, pour assurer un équilibre de l'équipe et éviter des contre-attaques et donc déséquilibrer. Un autre principe défensif à Chelsea, c'est que le joueur le plus proche du ballon va cadrer le porteur du ballon, c'est-à-dire il sort dessus, il va le presser, et les autres joueurs reviennent rapidement se replacer. Cela induit donc que le joueur qui va au pressing ne se jette pas et ne tacle pas. Il doit rester debout pour ce qu'on appelle temporiser, de manière à ce que ses coéquipiers se replacent rapidement. Un autre principe est le fait que quand le ballon est sur un côté, eh bien, tous les joueurs de Chelsea doivent se retrouver dans cette moitié de terrain. C'est-à-dire que là, le ballon se retrouve donc dans la moitié droite de l'équipe de Chelsea. On voit tous les joueurs de Chelsea sur le côté droit, dans la moitié droite. Et du coup, la zone gauche est délaissée. C'est-à-dire que Chelsea apporte la supériorité numérique sur un côté défensivement. On voit que Chelsea, sur cette image, est une équipe très organisée, dont les distances entre les joueurs et les lignes sont très courtes. Donc c'est ce carré ici. Voilà. Donc les distances entre les joueurs entre les lignes sont courtes et ici entre les joueurs également. Et on voit ici quand même qu'il laisse toujours ce fameux côté opposé délaissé. On voit ici une équipe de Chelsea compacte et on peut dire que le bloc équipe de Chelsea est un bloc bas. On l'a vu sur la dernière image et on le voit maintenant, c'est une équipe qui évolue bas défensivement. Alors, passons au principe spécifique offensif. Chelsea a pour habitude, lorsque le ballon est sur un côté, de ressortir avec le milieu pour aller vers le côté opposé. C'est-à-dire qu'on voit ici que l'ailier a le ballon, il va ressortir avec le milieu, puis ce milieu va prendre appui avec un autre milieu. Pendant ce temps, le latéral appelle dans l'espace vide, puisque clairement, il n'y avait pas d'espace devant lui, donc on voit le latéral qui arrive et le milieu lui fait la passe. Donc l'objectif ici, c'est d'attirer le bloc adverse en l'attirant sur un côté, puis de trouver l'espace libre opposé pour jouer le 1 contre 1, déborder et centrer. Cela donne ça en image.
Chelsea est une équipe qui excelle dans les transitions offensives, c'est-à-dire lorsqu'elle récupère le ballon, elle cherche rapidement un jeu vers l'avant. C'est l'opposé du Barça. C'est-à-dire que Chelsea est une équipe qui est avant tout une équipe qui joue vers l'avant, à l'image du championnat anglais. Donc l'objectif alors est de chercher à passer dans les espaces libres pour des joueurs qui effectuent des appels. Regardons ensemble ce que c'est. Voici un autre exemple d'une transition offensive de la part de Chelsea. Regardez les courses vers l'avant des joueurs sans ballon. La dernière passe s'effectue par-dessus les défenseurs et dans la course des attaquants. Ça, c'est une caractéristique, c'est un principe de jeu spécifique à Chelsea qui le répète souvent. Regardez. Un autre principe spécifique offensif du modèle de jeu de Chelsea est le jeu long. On voit souvent les défenseurs centraux chercher la profondeur pour un attaquant. C'est souvent le cas lorsque l'équipe adverse présente un bloc défensif médian, c'est-à-dire au milieu, comme sur cette image par exemple. Vous voyez, le bloc défensif adverse n'est pas bas, il n'est pas haut non plus, il est au milieu. Et donc, le défenseur central va chercher via un long ballon la profondeur avec un attaquant. En image, ça donne cela. Comme on vient de le voir, Chelsea joue long face à une équipe qui présente un bloc médian. Souvent, elle joue long également pour un attaquant qui va servir de pivot. C'est-à-dire que l'attaquant va essayer de récupérer le ballon de la tête pour le remettre à un des milieux de terrain qui est venu en soutien pour être à la retombée du ballon. On appelle cela jouer les deuxièmes ballons. Donc l'attaquant sert de pivot, il remet de la tête à un des milieux de terrain et ce milieu de terrain, son rôle consistera à mettre le ballon au sol pour jouer une attaque placée. C'est un moyen rapide de se retrouver dans le camp adverse. C'est-à-dire que Chelsea ne prend pas de risque dans la relance, dans son camp. Les joueurs vont donc jouer un jeu direct vers l'attaquant, donc des défenseurs vers l'attaquant avec un jeu direct. Et une fois que le ballon est dans le camp adverse et qu'ils l'ont récupéré, bien entendu, on va poser le jeu pour développer l'attaque placée. Voyons comment ça se passe en image. On voit ici le gardien jouer un long ballon. On voit l'attaquant qui va se battre pour gagner le ballon. Et on voit les milieux de terrain qui sont ici, prêts à être là pour être à la retombée du ballon. Ici, l'attaquant a gagné son duel avec le défenseur adverse, remise donc pour un milieu de terrain. Et on voit ici que après le ballon est au sol et que la première passe va être au sol. Donc on est parti du fait que le ballon était dans le camp de Chelsea et on se retrouve dans le camp adverse à jouer au sol alors que la première passe avait été longue. Regardez avec cette vidéo. Bien, c'est la fin de ce chapitre 2. Donc nous avons vu ensemble comment définir un modèle de jeu, comment définir des principes de jeu. On a vu avec l'étude de cas de Chelsea que cela donne une équipe très douée tactiquement. On voit que l'équipe de Chelsea est très intelligente tactiquement, qui est difficile à manœuvrer, puis elle dicte son rythme. Alors vous aussi, vous pouvez à votre équipe, bien entendu à votre niveau, tout dépend également du niveau, mais à votre niveau, vous pouvez être la meilleure équipe tactiquement et je le rappelle, n'importe quel niveau, vous pouvez rendre votre équipe très difficile à bouger tactiquement. C'est pas pour cela que vous gagnerez les matchs. Je suis pas en train de vous promettre que vous allez gagner des matchs, mais je veux dire, une équipe qui est très intelligente tactiquement, généralement, elle gagne à la fin. Donc,
Prenez le temps de bien choisir votre modèle de jeu et d'en définir les principes de jeu. Vous deviendrez alors une équipe intelligente tactiquement. Je vous recommande de prendre comme exemple le modèle de jeu de Chelsea pour définir votre modèle de jeu. Alors, bien entendu, vous êtes dans un master coach d'élite, donc vous êtes en train de devenir un coach d'élite, et les coachs d'élite, ça travaille, ça se creuse les ménages. Alors, je vais vous demander un petit travail à faire. Je vais vous demander de m'envoyer par mail donc à mastercoachelite@me.com. Donc, je vais vous demander de m'envoyer sous format Word votre modèle de jeu, c'est-à-dire le système de jeu employé, et vous allez vous justifier pourquoi ce système de jeu, et vous allez m'envoyer également les principes de jeu donc, de ce système de jeu. Alors, je vous recommande de faire un peu comme je vous ai montré dans l'étude de cas, de faire comme Chelsea, étape par étape, avec des dessins, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à revenir à regarder la vidéo, surtout l'étude de cas, pour faire ce travail. Une dernière chose. La prochaine vidéo, nous verrons comment planifier les entraînements et comment mettre en pratique le modèle de jeu à l'entraînement. Nous rentrerons dans le vif du sujet en mettant en place des micro-cycles. Donc ce sont des semaines de travail selon la périodisation tactique. Et on verra comment mettre en pratique le modèle de jeu à l'entraînement en créant vos propres exercices. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Bien évidemment, je reste à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse mail mastercoachelite@me.com. Je vous répondrai. Ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas dans les 24 heures, mais je vous répondrai et j'attends surtout votre travail. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne réflexion sur votre modèle de jeu et les principes de jeu qui en découlent. À bientôt!